Bienvenue à Façonner le Canada 150 ans de décisions marquantes. Le Canada que nous connaissons aujourd'hui ne s'est pas construit par hasard. Argument par argument, jugement par jugement, il a été façonné par le droit au sein d'un système de justice unique, né de la rencontre des systèmes britanniques et français et qui intègre désormais de plus en plus les traditions autochtones. Dans cette série, nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada en décodant les grandes décisions qui ont défini nos droits, nos libertés et notre identité collective. Droits criminels, droits autochtones, partage des compétences, des arrêts qui ne sont pas que de l'histoire ancienne. Ils façonnent encore notre quotidien. Je suis votre animateur Hugo Martin et à travers des rencontres exclusives avec les 9 juges de la Cour suprême et des experts constitutionnels, nous explorerons le contexte de ces jugements, leur impact et leur résonance aujourd'hui. La justice retardée est-elle un déni de justice? Le paragraphe 11b de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne accusée d'une infraction le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Pour explorer la portée et les limites de ce droit, nous recevons Maître Michel Lebrun. Maître Lebrun est un éminent avocat criminaliste au cabinet Lebrun-Provencher. Avec lui, nous nous penchons sur l'arrêt R contre Jordan, une décision forte de 2016 qui a profondément marqué le système de justice canadien en imposant des limites strictes au délai judiciaire. Il s'agit de la cause de Barrett Jordan, qui a attendu plus de 4 ans avant de subir son procès pour des accusations liées à la drogue. La Cour suprême, lassée de la complaisance du système face aux délais interminables, a décidé de frapper fort. Elle a imposé des plafonds, 18 mois pour les cours provinciales et 30 mois pour les cours supérieures. Si l'État dépasse ces délais, l'accusé est libéré. Comment le système a-t-il réagi à cet ultimatum? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Je suis Laurence Lapeyriere et je vous souhaite une bonne écoute. Mon nom est Michel Lebrun, je suis avocat de la défense. Je pratique à Trois-Rivières depuis 1988. J'ai été président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, donc l'ACAD. J'ai été président des années 2019 à 2022. J'ai également été bâtonnier de la Mauricie pour les années 2003-2004. Maître Michel Lebrun, merci d'être avec nous. Bienvenue à Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Merci de me recevoir. Je suis bien heureux de pouvoir participer à cette série. Maître Lebrun, on va discuter aujourd'hui d'une décision qui est plutôt administrative, une décision qui a un impact sur la vie des Canadiennes et des Canadiens, mais qui est pas directement liée à une seule affaire judiciaire. J'aimerais ça qu'on parle tout d'abord de l'article 11b de la Charte canadienne, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Qu'est-ce qui se passait, disons, avant les années 2000? Et comment s'était approché, justement, ce droit d'être jugé dans un délai raisonnable? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que la Charte canadienne des droits et libertés, évidemment, a été adoptée en 1982. Il y a des garanties qui ont été inscrites dans la Constitution, donc qui sont au-dessus des lois canadiennes, s'appliquent à toutes les situations quand les personnes sont accusées. On parle d'un inculpé, donc une personne qui fait l'objet d'accusation en matière criminelle, a des droits qui sont définis particulièrement à l'article 11, et l'article 11b adresse spécifiquement la question d'un procès dans un délai raisonnable, qui est un principe qui a toujours été reconnu par la justice criminelle. En anglais, on a dit « justice delayed is justice denied ». Donc, si la justice, les procès en matière criminelle, une personne qui fait l'objet d'accusation n'est pas jugée dans un délai relativement rapide, ben elle subit une violation de ses droits, elle subit un préjudice, et on n'a qu'à penser à l'époque où les gens étaient majoritairement détenus en attendant leur procès, donc ils purgent une peine avant d'être jugés, on est présumé innocent. Le délai pour juger quelqu'un peut causer un préjudice à la personne qui fait en sorte que tous les objectifs, la présomption d'innocence, le doute raisonnable, sont pratiquement mis en échec par le fait que le dossier ne procède pas. Immédiatement, on voit que vous faites un lien, c'est important pour nos auditeurs, donc la présomption d'innocence, c'est un droit aussi qui est prévu par la Charte. Et est-ce que vous dites, Maître Lebrun, que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable qui a été inséré à la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, est-ce que c'était en réponse à un problème qui était pré-82? Ça a toujours été une préoccupation
de la justice criminelle canadienne. On est dans un système en matière criminelle de common law, donc inspiré du droit britannique, qui est également la façon que les Américains traitent les principes de droit criminel. C'était une préoccupation de la justice britannique, de la justice américaine et de la justice canadienne. Il y avait des dispositions qui prévoyaient, par exemple, qu'une enquête préliminaire, une étape qui précède un procès, jusqu'en 1995, le Code criminel prévoyait que cette enquête devait être tenue dans les 8 jours du moment où la personne comparaissait et devait être reportée de 8 jours en 8 jours. Donc, c'est une préoccupation qui est fondamentale parce que on a beau avoir tous les principes qu'on considère importants, comme par exemple la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable, ben, ces garanties-là deviennent illusoires si le procès n'est pas tenu et la personne doit attendre pendant un temps qui peut devenir déraisonnable. On parle d'années avec sa réputation, la publicité qui peut être faite par rapport au fait qu'elle fait l'objet d'accusations. À ce moment-là, le temps fait partie de la garantie à un procès équitable. Il y a aussi l'efficacité des procès. Par exemple, la mémoire des témoins. Il y a des témoins qui doivent être entendus. Si on repousse dans le temps, ben, il y a des témoins qui disparaissent. Il y a un intérêt, pas seulement des accusés, mais également, ce qui était reconnu, de la société en général, à ce que les procès avancent de façon diligente. D'ailleurs, le but principal de l'alinéa 11B est de favoriser un procès dans un délai raisonnable, mais aussi c'est le droit à la sécurité de la personne. Vous en avez mentionné, le droit à la liberté, vous l'avez mentionné aussi, et bien sûr le droit à un procès équitable. Nous, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est le fameux arrêt Jordan. Donc, Jordan, c'est 1997, mais il y a un contexte qui est pré-Jordan, une affaire qui s'appelle Askov en 1990, qui déjà commence à parler de délai, mais c'est un peu flou comme critère. Effectivement, la Cour suprême, qui existe depuis 150 ans, s'est vu confier en 82 une toute nouvelle mission, une nouvelle façon d'interpréter pas juste les lois qui sont passées comme le Code criminel, mais les garanties constitutionnelles dans l'application de ces lois-là. Donc, c'est un nouveau rôle que la Cour suprême s'est vu confier par le Parlement du Canada et des provinces par l'adoption de la Charte. C'est un peu révolutionnaire en soi. Il a fallu que les tribunaux, avant que des dossiers se retrouvent devant la Cour suprême, évidemment, ça a pris quelques années parce que les cours de première instance, puis les cours d'appel ont progressivement interprété ces dispositions-là, et particulièrement l'article 11B qui garantit le procès dans un délai raisonnable. Plusieurs décisions étaient rendues pour essayer de circonscrire un peu qu'est-ce que c'est ce droit-là et quelle est la sanction une fois que ce droit-là n'a pas été respecté. Et je dirais qu'en 1990, c'est peut-être la décision majeure qui a fait un peu un premier bilan de ces arguments-là. Et la Cour suprême, dans la décision Askov, était confrontée à des délais relativement longs. Et on a comparé un peu les délais qui avaient été encourus dans ce dossier-là, qui était une affaire de crime assez sérieux, de séquestration, par rapport aux pratiques ou aux délais qu'on peut considérer comme des délais normaux de fixation de procès. Donc, on s'en est tenu à une évaluation parce qu'il s'agissait d'accusations pour lesquelles il y avait eu une enquête préliminaire. Donc, il y a des dossiers pour lesquels il y a 2 étapes. Il y a une enquête préliminaire dans laquelle les témoins doivent être entendus pour justifier l'existence de l'accusation et un procès qui se tient à une autre date, une date ultérieure. C'était un cas comme celui-là. Et on a évalué que, généralement, les tribunaux étaient capables de tenir un procès dans les 6 à 8 mois, je vous dirais, après la tenue de l'enquête préliminaire. C'est ce qu'on a considéré comme étant un délai comme normal. Donc, dans cette décision-là, on a constaté que le délai pour le procès avait de beaucoup dépassé ce 6 à 8 mois-là. Et on a conclu qu'on a droit à un procès dans un délai raisonnable avait été enfreint. Et la sanction à ce moment-là, c'est de considérer que la poursuite des procédures aggraverait cette violation-là. Donc, les tribunaux ne peuvent pas aggraver ou causer une violation de ce droit-là. On conclut qu'il n'y aurait pas de procès qui devrait être tenu. Donc, ils ont donné ce qu'on appelle l'arrêt des procédures. Askov, c'est une décision de la Cour suprême du Canada de 1990 pour des accusations de 1983, donc tout juste après l'adoption de la Charte. Et là, je voudrais revenir juste un petit peu au fait de cette affaire-là. Askov, c'est un des 3 co-accusés. En effet, séquestration, extorsion, c'est des accusations graves. Et il y a eu, comme vous nous avez dit, donc une enquête préliminaire. Vous nous avez dit que des procès criminels peuvent avoir 2 étapes. Dans ce cas-là, il y avait une enquête préliminaire qui a débuté en juillet 1984, mais l'enquête n'a pu être terminée qu'en septembre 1984. Le procès fixé à la première date disponible
disponible selon ce qui était au dossier. En octobre 1985, la cause n'a pas pu être entendue et finalement, le procès a été reporté en septembre 1986, donc 2 ans après l'enquête préliminaire, bien loin de notre 6 à 8 mois que vous nous parliez tout à l'heure. Quand le procès a débuté, les appelants ont demandé l'arrêt des procédures parce que le procès n'avait pas été tenu dans un délai raisonnable. Donc, le juge au procès, donc ce qu'on appelle, nous, en première instance, le juge du procès, en anglais, le trial judge, a conclu que la plus grande partie du délai après l'enquête préliminaire résultait de problèmes institutionnels et il a accordé ce que vous appelez l'arrêt des procédures. Ce dossier-là est allé en appel, donc le gouvernement, le procureur général, a porté ce dossier-là en appel. Et la Cour d'appel, il dit, il n'y a pas eu de faute de la part du ministère public. Il n'y avait pas d'indication d'opposition quelconque des appelants, donc de M. Askoff et des co-défendeurs, à l'un ou l'autre des ajournements qu'il y a eu et qu'il n'existait pas de preuve de préjudice réel aux appelants. Donc, pour nos auditeurs, le préjudice, ça veut dire que le délai, là, ça change rien vraiment dans leur vie. Ça ne leur a pas causé de préjudice. Il faut faire attention, le présumé innocent, mais là, tu es accusé tellement longtemps que ça peut peut-être avoir un impact sur ta réputation. Et la Cour d'appel a infirmé, a rejeté ou a changé la décision du juge de première instance et sont allés en appel à la Cour suprême du Canada. Et à la Cour suprême du Canada, ils ont dit non, en effet, les délais étaient déraisonnables. Là, évidemment, on va laisser certains détails. Et la Cour suprême a donné des critères. Les critères, c'est la longueur du délai, l'explication des délais, la renonciation à ces délais-là et le préjudice subi par l'accusé. Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de l'excuser. Exactement. Vous voyez, ce nouveau rôle dont on parle de la Cour suprême depuis l'adoption de la Charte, en 1990, c'est 8 ans après l'adoption de la Charte. C'est un délai qui peut vous sembler long, mais qui est relativement court parce que il a fallu que les dossiers cheminent auprès des tribunaux de première instance, des cours d'appel, puis se retrouver devant la Cour suprême. Et ce rôle-là, de traiter du dossier qui est devant eux, mais les conséquences, je dirais, entre guillemets, même politiques là, de ces décisions-là, la Cour suprême a été confrontée avec ça, je vous dirais, de façon très importante au niveau de l'arrêt Askoff. Parce que, après avoir conclu que on avait excédé de beaucoup ce qui devrait être la norme en matière de délai, qu'il y avait eu une violation des droits de ces accusés-là, au point de vue public, particulièrement en Ontario, parce que c'était des décisions qui concernaient les pratiques en termes de fixation de procès de l'Ontario. Il y a eu énormément de dossiers qui ont été abandonnés par le procureur général qui a compris que cet estimé-là de 6 à 8 mois constituait une certaine limite et ça a entraîné le retrait de beaucoup d'accusations, l'arrêt des procédures dans beaucoup de dossiers, ce qui a entraîné une réaction du public. Et dans les médias, il y a un certain tollé là, en termes d'inefficacité en matière de justice parce qu'il y avait des crimes qui étaient sérieux. Ce qui a conduit la Cour suprême, lorsque la question s'est représentée devant eux en 1992, là, on parle de l'arrêt Morin. Une décision, 2 ans plus tard, la Cour suprême se retrouve avec, encore une fois, la question des délais qui lui est soumise. Et le juge Sopinka qui rédige l'opinion majoritaire de la Cour suprême, dans son premier paragraphe, là, on voit la préoccupation, il est conscient de l'effet, je dirais, politique des décisions rendues en matière de charte et particulièrement en matière de délai, et il fait référence dans son premier paragraphe aux réactions publiques qui ont eu lieu suite à l'arrêt Askoff, et il parle même de quantité de 47 000 accusations qui auraient fait l'objet de retrait seulement en Ontario. Donc, c'est à la lumière de ce constat-là que on précise la pensée dans l'arrêt Morin et que on essaie d'établir un cadre qui, lui, pourra être suffisamment souple pour éviter un résultat qui serait aussi radical que ce qui a été perçu au niveau de l'arrêt Askoff, mais qui permette aussi de guider les tribunaux dans leur appréciation de ce qui constitue ou non un délai raisonnable ou pas, parce que c'est une question qui est quand même relativement complexe. Ce qui justifie des délais, beaucoup de raisons. Donc, on a essayé d'établir certaines catégories. Je pense que c'est important de citer le juge Sopinka. Il dit, la question en litige dans le présent pourvoi, on parle de l'affaire Morin, porte sur le droit d'un accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est inscrit à l'article 11b de la Charte canadienne des droits et libertés, dont voici le texte, très court. Tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Et là, il nous dit, bien qu'il soit séduisant par sa simplicité,
Ce libellé présente à la Cour l'un des défis les plus difficiles dans la recherche d'une interprétation qui respecte le droit du particulier à une époque où l'administration de la justice est aux prises avec une réduction de ses ressources et une augmentation du nombre d'affaires à entendre. En l'espèce, on demande à la Cour d'examiner de nouveau le problème en tenant compte de l'effet sur l'administration de la justice de notre arrêt Askov. La preuve qui nous est présentée indique qu'entre le 22 octobre 1990 et le 6 septembre 1991, en Ontario seulement, il y a eu arrêt des procédures ou retrait des accusations dans plus de 47 000 cas. On voit ce nouveau rôle de la Cour suprême législatif, si on peut l'exprimer ainsi, et ce constat-là de 1992 va devenir peut-être un peu le fil conducteur qui va nous conduire jusqu'à l'arrêt Jordan, qui sera rendu en 2016. C'est le législateur qui a adopté la charte et qui a imposé ce nouveau rôle-là à la Cour suprême. Et la Cour suprême a dû évoluer à travers tout ça et reconnaître qu'elle devait mesurer, en fait, dans une certaine mesure, l'ensemble des conséquences de ses décisions. Et c'est pas simple dans des cas comme celui-là. Cette préoccupation-là, on la reverra dans l'arrêt Jordan, de vouloir à la fois définir de façon claire, en fait, pour que les gens comprennent ce que veulent dire ces concepts-là, mais également de pouvoir les rendre applicables de façon pratique sans que le système ne s'effondre. Et on voit souvent des mesures transitoires ou des suspensions où on donne quand même un certain temps aux législateurs pour s'adapter. C'est toutes des mesures qui ont évolué puis qui sont le résultat de ce constat-là, des conséquences de ce nouveau rôle-là. C'est des facultés affaiblies dans Morin. C'est un procès qui s'est tenu dans les 14 mois et demi après l'accusation. Donc, on est très loin d'Askov, donc des accusations beaucoup plus graves dans Askov, et un délai beaucoup plus long. Et dans Morin, la Cour suprême est venue nuancer, raffiner peut-être les fameux critères, et il venait nous dire que les facteurs qu'il faut prendre en considération, c'est la longueur, évidemment, du délai, la renonciation de l'accusé à invoquer le délai. D'ailleurs, c'est intéressant, dans Morin, je dois dire que l'avocat de M. Morin a été très imaginatif parce qu'il a dit au départ, je voudrais avoir un procès à la première date disponible. Ils lui ont donné cette date-là, qui était 14 mois et demi plus tard. Et l'avocat a aussi dit, c'est bien la première date disponible. Et le juge a répondu, oui. Le troisième point, la raison du délai et notamment les délais inhérents à la nature de l'affaire. Donc, une affaire plus compliquée pourrait prendre plus de temps, selon Morin. Une affaire plus simple, je dis pas que c'est simple, les affaires de faculté affaiblie, mais plus communes, disons. Les limites des ressources institutionnelles, ben là, on en parle, on le sait, ça va faire vraiment partie de Jordan. Et les autres raisons du délai et finalement le préjudice subi à l'accusé. Et là, ça, la question de préjudice, on l'avait dans Askov, on l'a maintenant dans Morin, et d'ailleurs, le juge Lamar, dans cette incidence, s'étend beaucoup sur l'aspect du préjudice. Donc, pour l'instant, on voit pas mettre le brin d'incompatibilité entre Morin et Askov. Comme vous avez si bien dit, la Cour suprême vient de s'approprier son rôle d'intervenir de façon sociétale. Si je vous demandais au niveau des incompatibilités entre Askov et Morin, ou plutôt des similitudes, je pense que Morin est venu raffiner, est venu préciser, est venu nuancer un petit peu Askov. Ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est peut-être l'idée de sous-peser dans chaque dossier plusieurs critères avant d'en venir à la conclusion que le délai est déraisonnable. Donc, d'individualiser l'analyse plutôt que de s'en tenir à un chiffre qui semblait avoir été établi dans l'arrêt Askov et qui a entraîné une réaction qu'on comprend qui était peut-être démesurée, là. Donc, je pense que Morin est venu quand même imposer une réflexion au cas par cas et souligner le fait qu'il n'y avait pas de chiffre au-delà duquel tout devait s'effondrer, mais c'est à partir de cette intention-là que la Cour suprême a constaté en 2016 que on avait peut-être pêché un peu trop de l'autre côté pour s'embourber dans une multitude de considérations et notamment de mettre l'emphase sur la question du préjudice subi par l'accusé. Et là, dans Morin, les juges ne perçoivent pas tous la même chose au niveau de ce qui constitue le préjudice. Je vous dirais, il y a comme deux choses qui sont toujours sous-jacentes. Il y a le préjudice qui vient avec le fait d'être accusé. Donc, le fait d'attendre son procès, c'est un préjudice qui est inhérent au fait de faire l'objet d'une accusation. Et il y a le préjudice qui peut être
individualisé dans des dossiers lorsqu'on parle de perte des témoins, de perte de mémoire, de préjudice vraiment spécifique à chaque dossier qui peut varier d'un dossier à l'autre. Et au fil des années, les positions des juges de la Cour suprême dans Morin étaient diverses un peu là-dessus sur qui doit le prouver, le préjudice, et quelle est l'importance du préjudice pour considérer que le délai est déraisonnable et ordonner le remède qui constitue l'arrêt des procédures. Cet élément-là de discussion, il s'est amplifié avec les années. Le constat qui a été fait, justifié par l'arrêt Jordan, c'est que des dossiers identiques pour des délais qui peuvent se ressembler, vu les délais considérés par certains tribunaux comme déraisonnables et pas par d'autres, sur une analyse, je dirais, peut-être approfondie, mais peut-être où on fait trop de distinctions, pour en venir à la conclusion, rendue en 2016, après une vingtaine d'années, en fait, d'expérience du critère de l'arrêt Morin, ce que la Cour suprême constate, c'est que les délais se sont amplifiés et que des délais qui excèdent de beaucoup les lignes directrices, parce qu'à l'époque de l'arrêt Morin, on a mis des lignes directrices. On a dit, normalement, un procès où il n'y a pas d'enquête préliminaire devrait être tenu dans un délai de 8 à 10 mois. C'est pas une règle absolue. Et quand il y a une enquête préliminaire, de 6 à 8 mois, encore une fois, après l'enquête préliminaire. Donc, pour un délai total de 14 à 18 mois, qui étaient perçus comme des délais étaient normaux. Mais là, en 2016, on se rend compte que les dossiers prennent beaucoup plus de temps que ça, de façon assez courante, où on parle d'une culture de délai, où on parle de délais qu'on qualifie de systémiques, qui sont causés par le manque de ressources au niveau des tribunaux, au niveau des bureaux, des poursuivants également, qui sont évidemment des entités gouvernementales. Et on constate que les tribunaux commencent à se rabattre pour dire « Oui, mais vous n'avez pas de préjudice, donc on n'arrêtera pas les procédures » et justifient des délais de plus en plus longs. Avant Jordan, pour une cause, devant une cour provinciale. Donc, on s'entend, les accusations criminelles, ce sont des accusations qui viennent du code criminel qui est fédéral, donc qui s'appliquent pan-canadien. Et une cause devant une cour provinciale, on parlait de 5 à 10 mois entre le dépôt des accusations et la fin du procès. Devant une cour supérieure, on parlait de 14 à 18 mois, des chiffres un peu souples qui varient selon la complexité du dossier, la conduite de l'accusé, la conduite de la couronne et les délais institutionnels. Et là, on s'en va en Colombie-Britannique, décembre 2008, suite à une enquête de la GRC sur une opération de vente de drogue. Monsieur Jordan a été arrêté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des faits de l'affaire Jordan? C'est un dossier dans lequel il y a eu une enquête préliminaire, donc un dossier qui procédait comme en 2 étapes. Il y avait eu une période pendant laquelle M. Jordan avait été détenu. En attendant son procès, donc, c'est quand même une période qui illustre un peu le problème, la nécessité que les dossiers avancent de façon diligente. Et il y avait des co-accusés dans ce dossier-là et il y a eu de nombreux délais. Je pense que ça a pris plus qu'un an, pour compléter l'enquête préliminaire. C'est une affaire de stupéfiants, une affaire de drogue. Et l'enquête préliminaire a pris un peu plus d'1 an, mais elle a nécessité aussi 9 jours d'audience. Je crois qu'on avait mal déterminé le temps requis parce que c'est un processus aussi qui doit être fait par les parties, de dire, on prévoit combien de temps pour l'enquête préliminaire. Au début, on prévoyait, je pense, 4 jours. Finalement, ça a pris 9 jours. Donc, ça a pris plus de temps qu'il avait été prévu. C'est des questions de gestion. Et son procès a été ouvert en 2012. Donc, il était arrêté en décembre 2008. Son procès a commencé en 2012. Son avocat a demandé immédiatement l'arrêt des procédures. Il n'a pas été jugé, selon lui, dans un délai raisonnable. Et cette demande-là est rejetée par la Cour en Colombie-Britannique. Là, on parle d'un délai total de 49 mois. On conclut que l'accusé n'a pas subi de préjudice particulier en termes de délai. La Cour d'appel confirme cette décision-là et ça se retrouve devant la Cour suprême. Et là, la Cour suprême, on lui dit, voyons, applique Ascov et applique Morin. Puis la Cour suprême dit, non, on va changer notre cadre maintenant. Parlez-nous-en un peu. C'est quoi les enjeux? Est-ce qu'il faut accorder un arrêt des procédures dans le cas de délai déraisonnable et comment on fait pour déterminer si ce délai-là est déraisonnable? Accorder un arrêt des procédures, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits pour l'accusé? Ça veut dire qu'on termine le procès. C'est pas un acquittement, c'est pas une déclaration de non-culpabilité, mais c'est la fin du procès et étant présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable, ça élimine en fait toute conséquence de l'accusation qui a été portée. Donc, il n'y a pas de
ce qu'on peut appeler de dossier criminel qui peut être enregistré de condamnation et la personne n'a pas à être sentencée ou à être stigmatisée comme ayant commis cette infraction-là. Et ça empêche la poursuite des procédures. Donc, pour l'infraction qui était reprochée, ça termine sans qu'il y ait de condamnation le dossier. Il n'y a pas de verdict, il bénéficie d'un arrêt des procédures. C'est la fin du processus. Il peut y avoir des instances civiles, d'autres choses qui concernent les mêmes faits, mais en matière criminelle, c'est la fin. Donc, il y a une opportunité dans le cas de délai déraisonnable que la Cour ordonne ou accorde un arrêt des procédures. C'est quoi un délai déraisonnable? Cette tangente-là n'était pas annoncée au moment des plaidoiries. C'est venu, je dirais, de la Cour qui a fait un peu le bilan de l'expérience de l'application des critères depuis une vingtaine d'années. On s'attendait à un Ascoff, on s'attendait à un Morin évoluer. Ce que la Cour suprême a comme rôle, effectivement, comme tribunal de dernière instance, et encore l'adoption de la charte a confié à la Cour suprême, ça s'est traduit par ce constat-là de dire, voici les critères qu'on a établis dans l'arrêt Morin ont été interprétés par les tribunaux d'une façon qu'on doit corriger parce que on n'atteint pas l'objectif qui était recherché, c'est-à-dire garantir le droit à un procès dans un délai raisonnable, et plutôt on s'embourbe dans des analyses interminables, notamment sur la question du préjudice subi pour justifier certains délais qui apparaissent trop longs et donner des arrêts des procédures sans qu'on soit capable de se référer à des critères identifiables. L'autre constat qui vient de la Cour suprême, c'est de dire le critère de Morin est appliqué pour regarder ce qui s'est passé une fois que les délais sont rendus déraisonnables. Est-ce qu'on pourrait pas adopter des critères qui vont permettre aux gens d'avance de prévoir comment les dossiers vont être menés? L'objectif d'avoir des procès dans des délais raisonnables soit atteint en permettant aux gens d'avoir un plan dès le début des procédures et de pouvoir s'y tenir et convenir d'une façon de faire. Et je pense que ce constat-là, il s'imposait. La plupart des intervenants qui ont été impliqués depuis l'arrêt Jordan en viennent à cette conclusion-là que l'effet bénéfique, ça a été de simplifier la démarche et qu'elle devienne compréhensible par des parties dès le début des procédures. La prévisibilité, savoir à l'avance. Dans Ascoff puis dans Morin, on savait pas à quel moment ça devenait déraisonnable. Et quand on pensait que c'était déraisonnable, il fallait en faire la preuve, puis il fallait dire, hey, on n'a pas été jugé dans un délai raisonnable conformément à 11B. Et il y avait aucune prévisibilité. Maintenant, vous nous dites que la Cour au moins s'est penchée là-dessus et nous a donné un cadre. Et ce cadre-là, c'est concrétisé par un plafond. On a voulu simplifier les choses en disant, d'un côté, on a constaté que les délais s'étaient allongés pour diverses raisons, l'absence de ressources et des raisons qui étaient inacceptables, mais il y a également la complexité des dossiers qui s'est accrue au fil des années, notamment à raison des questions de la charte et l'ampleur des enquêtes aussi, puis des moyens. Donc, on a établi un certain plafond, un plafond qu'on a qualifié de généreux. Donc, on a dit, là, on va aller plus loin que où on allait à l'époque. On va vous en donner un peu plus en termes de délai, mais ça va nous permettre de dire que dépasser ces plafonds-là, on n'aura plus à débattre de quel est le préjudice que la personne a subi, d'attendre que ce préjudice-là se soit concrétisé. On va présumer que dépasser ces plafonds-là, il y a eu atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable. Et à ce moment-là, la conséquence est de ne pas tenir le procès, comme on a dit, d'ordonner l'arrêt des procès. Vous avez soulevé dans le Devoir en 2022 que les dossiers sont de plus en plus complexes et demandent donc plus de temps aux juges. Et c'est un constat que vous faisiez à l'époque. Les juges, puisqu'ils ont des affaires plus difficiles, rendent des décisions très élaborées, commandant un travail beaucoup plus lourd pour la magistrature. Et vous avez dit aussi que la multiplication des arrêts Jordan ne vous réjouit pas particulièrement. Un jugement qui se termine par un arrêt des procédures, c'est un peu comme un constat d'échec dans la gestion d'un dossier en particulier. Et pour nous, donc les avocats de la défense, le message de l'arrêt Jordan, c'est qu'il faut que l'État mette les ressources nécessaires. Ce constat-là est toujours d'actualité. Et je pense que c'était la vision de la Cour suprême dès 2016. Cette complexité-là impose d'abord et avant tout de mettre les ressources, que les délais demeurent raisonnables, compte tenu que c'est une préoccupation du système de justice et c'est maintenant une garantie constitutionnelle, et ça depuis 1982. Je pense qu'il y a eu une mise en balance de ces réalités-là qui a été faite en 2016. On a voulu simplifier, on a voulu donner le temps requis, mais on a établi des plafonds qui devraient
être respectées par le système de justice. Selon l'expérience qu'on en a antérieurement, quand on parle de 30 mois, c'est quand même des délais qui sont importants, 18 mois également, pour comparaître et fixer un procès. On a des plafonds, donc un plafond présumé 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure, ou dans le cas des dossiers où il y a eu des enquêtes préliminaires en cour provinciale. Donc, on tombe aussi à 30 mois. Ça, c'est des plafonds. Mais là, ça ne veut pas dire, Maître Lebrun, que le 31e mois ou le 19e mois, c'est terminé, on ordonne l'arrêt des procédures. Il y a quand même des étapes qui doivent être faites, mais on parle ici d'un fardeau, donc il y a quelqu'un qui doit le prouver, et la personne maintenant ou l'entité qui doit le prouver, ça serait le ministère public. On comprend qu'on peut pas fixer des chiffres de façon arbitraire et puis que ça devienne des automatismes. C'est pas du tout le cas. Et les délais qui sont en cause sont évidemment les délais qui sont causés par l'institution, c'est-à-dire le tribunal ou la poursuite. Évidemment, quand un accusé demande à reporter son dossier, ce ne sont pas des délais qui sont comptabilisés au niveau de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Je comprends que le ministère public ou la couronne va demander de renoncer à ces délais-là pour pas que ce soit computé dans le 18 ou dans le 30 mois. Effectivement, dès que la défense est la cause du délai et demande une remise, le tribunal a déjà la possibilité de ne pas considérer ce délai-là dans le plafond présumé. Mais souvent, pour que ce soit clair, on va demander à l'accusé, est-ce qu'il renonce au délai? Évidemment, si on est malade ou on n'est pas disponible, ce ne sont pas les délais auxquels on peut attribuer la responsabilité à l'État, à la poursuite ou à la magistrature ou au système de justice. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est en cause, c'est les délais qui ne sont pas la responsabilité de l'accusé. Parlons maintenant de dépassement de ce plafond présumé-là. Prenons 30 mois, disons, là, parce que c'est une affaire importante jugée devant une cour supérieure dans une des provinces. On a dépassé le délai de 30 mois. Il arrive quoi? J'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une boutade, mais il n'y a pas un arrêt des procédures le 31e mois automatique. La Cour suprême a été soucieuse et consciente, en fait, de ne pas adopter des critères qui sont trop rigides. Évidemment, on prévoit qu'il peut y avoir des circonstances. On va exclure les délais qui ont été demandés par la défense, par l'accusé, mais on va également mettre de l'avant qu'il est survenu des circonstances qui justifient des délais qu'on qualifie de circonstances exceptionnelles. Par exemple, on pourrait parler d'un dossier qui est d'une complexité sans précédent, ou en tout cas exceptionnelle, ou des événements qui sont imprévisibles, notamment par exemple, quelqu'un qui tombe malade, un témoin, il peut tomber malade, un avocat, le juge aussi. Donc, c'est des choses qui sont imprévisibles ou, par exemple, des événements sociaux comme une pandémie. Au niveau des événements imprévisibles, inévitables, maladie ou décès d'un témoin, l'extradition, un alibi tardif. Donc, ce sont des éléments qui peuvent être imprévisibles. On parle du fardeau, de prouver, et là, je comprends que c'est le ministère public qui doit démontrer ces éléments-là. Effectivement. Là où autrefois les débats concernaient le préjudice de l'accusé, puis qui avait le fardeau de prouver le préjudice et tout ça, le système de justice est embourbé dans ça. Aujourd'hui, on a écarté la question du préjudice pour un peu s'en tenir avec les plafonds qui sont suggérés, ce qui survient et la démonstration du caractère inévitable de ce qui est survenu qui a fait qu'on a dépassé le plafond présumé. Donc, je pense qu'on a mis l'emphase à la bonne place, je vous dirais, parce que c'est des délais qui sont occasionnés par le système en tant que tel. Donc, ça peut être les ressources des tribunaux ou de la poursuite ou de la police ou ces choses-là. Donc, c'est la partie qui est concernée, c'est à elle de le justifier. C'est une façon de traiter de la question qui est efficace, qui est compréhensible et qu'on est en mesure de suivre à partir du début du dossier. En pratique, ça se passe comment au 31e mois? Est-ce que l'accusé va faire une requête, va présenter à la Cour une demande d'arrêt des procédures et le ministère public va la contester et va faire une preuve que ces délais-là ne sont pas des délais, entre autres, institutionnels, que la complexité du dossier justifiait quelque chose ou il y a eu un décès d'une partie ou d'une personne importante? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou le procès continue sans que personne le mentionne? Et j'ai une autre question aussi. Est-ce que le juge pourrait dire, chers amis, là, ça fait 39 mois que monsieur ou madame a été accusé. Comment ça se passe en pratique, là, dans la salle d'audience? Le tribunal est un peu le gardien des droits des accusés. Donc, un juge
qui siègent, des fois, il y a des gens qui sont pas représentés, peut se faire un peu le gardien de ses droits fondamentaux, et c'en est un qui est très important. Donc, un juge pourrait peut-être le soulever de lui-même, mais généralement, ce qui va se produire, c'est que l'accusé va le soulever au moyen d'une requête écrite. Ça se fait généralement, je vous dirais, avant que le procès, évidemment, soit tenu, parce que ce qu'on allègue, c'est justement que ce procès-là ne pourra pas être tenu dans un délai raisonnable, donc ne devrait pas se tenir. Donc, c'est la façon, je dirais, générale de le faire. Ce que les tribunaux ont pris l'habitude de faire, et je pense que ça fonctionne plutôt bien, puis au niveau d'efficacité qu'on voulait avoir au niveau de ces requêtes-là, je pense que l'objectif est atteint. Il va demander aux parties d'établir un tableau de leur perception de ce que sont les délais. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au Québec généralement, puis je pense que dans les autres provinces également. Généralement, on va se rendre compte qu'il y a seulement quelques portions du délai total qui vont faire l'objet de contestation, ce qui permet de bien cibler la question à être décidée et à éviter qu'on perde du temps avec des questions sur lesquelles on est d'accord. Donc, ce qu'on constate au niveau de la pratique, c'est que l'avocat de la poursuite et l'avocat de la défense vont généralement établir un tableau conjoint et le débat ne portera que sur certains ajournements pour lesquels on prétend que la responsabilité devrait être attribuée à la poursuite, à la défense ou même des délais qui sont partagés. Les tribunaux vont jusqu'à souvent partager la responsabilité de certains délais. Dans Jordan, là, on a un 5-4. C'est pas un changement de cap qui était radical et qui était demandé par tout le monde. La majorité, Abela, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown, le délai est déraisonnable. Point à la ligne, et il nous donne ce nouveau cadre-là avec les plafonds. Maintenant, les juges McLaughlin, Cromwell, Wagner et Gascon disent que la jurisprudence élaborée par la Cour au cours des 30 dernières années pour traiter les allégations de violation de 11B permet de répondre clairement à la question posée par le président Pourvoy. Il n'est pas nécessaire d'aller dans la direction entièrement nouvelle empruntée par les juges majoritaires. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voyez Jordan comme étant une nécessité à l'époque? On avait tous compris qu'il y avait un problème. Tout le monde parle de culture des délais et de l'explosion des délais. On le constatait à cette époque-là au Québec et ce qu'on voit, c'est que c'était le cas dans les autres provinces. Quelle était la solution? Les 4 juges minoritaires disent faut mieux expliquer les critères, continuer avec les mêmes critères de l'arrêt Morin et mieux les préciser pour éviter justement de s'embourber comme on le fait depuis quelques années puis de créer la situation dans laquelle on se retrouvait. La majorité, elle, propose une nouvelle approche, c'est qu'ils disent on s'embourbe dans des micro-calculs, on a mis trop d'emphase, notamment la question du préjudice, comment est-ce qu'on le détermine. C'est difficile de dire, ben là, ta capacité de te défendre a été affectée ou moins, puis ça, on peut juste le faire une fois qu'il est trop tard pour réagir. Donc, l'ampleur du problème qui a été constaté a justifié cette réaction-là de la part de la majorité, et je pense que ce que la minorité craignait de repartir à zéro et cette nouvelle solution-là cause plus de problèmes. Je pense pas que ça s'est concrétisé. La Cour suprême est revenue dans la même année avec l'arrêt Cody et je pense que là, la Cour s'est comme rassemblée en disant, ben là, on a décidé. Là. Et je pense que le message de l'arrêt Cody qui a suivi l'arrêt Jordan est un message fort pour dire, ben on l'a pris cette tangente-là et on va s'y tenir. Et je pense que depuis ce temps-là, la balle est dans le camp du système de justice de s'y adapter. Puis je pense que ce message-là devait être envoyé et il a été reçu. Ça fait quand même quelques années, puis ça n'a pas été parfait dès le départ, mais je pense qu'on arrive à récolter les fruits un peu de cette approche-là. Nos juges disent bien que le cadre établi dans Morin pour l'application de l'alinéa 11B a engendré des problèmes sur les plans tant théoriques que pratiques, concourant ainsi à une culture des délais et de complaisance à l'endroit de cette culture. Sur le plan théorique, ce cadre d'analyse est trop imprévisible, disait-il de Morin, trop difficile à saisir et trop complexe. Il est devenu lui-même un fardeau pour les tribunaux, vous nous l'avez dit, s'embourber dans ce calcul-là. Donc, il est devenu lui-même un fardeau pour les tribunaux de première instance, déjà surchargés. Et d'un point de vue pratique, la justification après coup du délai sur laquelle débouche le cadre établi dans Morin n'incite pas les participants au système de justice à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de ressources.
Vous êtes quand même, Maître Lebrun, un avocat de la défense. Est-ce que vous pourriez nous dire si Morin et Askoff auraient été utilisés justement de façon à bénéficier vos clients? La Cour suprême en parlait déjà, disent à un certain moment donné, c'est que le droit à un procès dans un délai raisonnable est un bouclier, ne doit pas être utilisé comme une épée par les accusés. Donc, on pourrait avoir l'impression que des accusés laissent aller certains délais ou ne manifestent pas de coopération dans l'espoir d'en arriver à ce résultat-là. Mais en réalité, ce qui est concerné, c'est les obligations de la poursuite, dans le fond. Et la défense peut pas créer des ressources judiciaires, peut pas gérer l'utilisation du temps de cours des tribunaux ou les priorités de la poursuite. Donc, nous, on a seulement un client à la fois, seulement un dossier. Je pense que c'est une conséquence, c'est pas un objectif, c'est plutôt une conséquence de cette situation-là. Et il n'y a pas vraiment de possibilité pour les avocats de se concerter puis d'avoir une stratégie, puis surtout pas à la lumière des principes de l'arrêt Jordan, que ça puisse devenir une stratégie d'obtenir, en fait, créer une situation qui fait que le délai devient déraisonnable. Parlons maintenant de l'impact. Vous avez quand même soulevé Cody tout à l'heure. Donc, après Jordan, un arrêt très important où beaucoup de gens, de juristes, avaient pensé que la Cour suprême aurait nuancé. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Je dirais, j'utiliserais l'anglicisme, des double down. Ils ont confirmé, ils ont affirmé ça. Et ce que vous nous avez dit tout à l'heure, hein, justice delayed is justice denied, c'était un principe qui est ressorti, entre autres, de Cody. Qu'est-ce que vous pensez de l'héritage, Jordan? L'expérience, je dirais, Askoff-Morin, les conséquences qui ont été perçues comme étant catastrophiques, je pense que la Cour a appris de cette expérience-là. Et lorsque l'arrêt Jordan a été rendu, qui à certains égards est peut-être encore plus radical en termes de direction, là, on dit désormais on va fonctionner de cette façon-là, ça va être simple, puis vous devrez vous y conformer. Contrairement à l'arrêt Morin, où on est venu un peu nuancer ce qu'on avait dit dans Jordan, ou essayer de l'expliquer, ben lorsqu'est arrivé l'arrêt Cody, la Cour suprême était prête à assumer ce qu'elle avait dit dans l'arrêt Jordan. Elle avait bénéficié de l'expérience du passé et un an plus tard, ce qui s'imposait, c'est de dire, vous avez pas mal lu ce qu'on a dit dans l'arrêt Jordan, on va le réitérer, puis c'est pas parce qu'il y a eu un tollé ou qu'il y a eu des commentaires dans le public ou chez les juristes que on va revenir sur ce qu'on a dit, et ça a permis de le réaffirmer et d'envoyer un message aux tribunaux de dire, soyez proactifs à l'avenir. Je pense que c'était le meilleur message qui devait être envoyé par souci de cohérence. Oui, aux tribunaux, au système, mais aussi aux avocats de la défense. Vous y trouvez pour vos clients un avantage à ce que le procès aussi roule bien, avance rapidement. Délai déraisonnable représente un délai de justice pour l'inculpé, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais les victimes aussi, les familles, population dans son ensemble. Le délai, il prolonge le stress, la stigmatisation et l'anxiété de l'inculpé. Il y a aussi les victimes, la mémoire peut s'estomper, les preuves peuvent se dégrader. Donc, l'efficacité et la vitesse, la célérité du système de justice pénale est un avantage, diriez-vous, pour l'ensemble du système et de la population? Définitivement, et même pour la poursuite et pour les gens qui dénoncent, évidemment, les accusations criminelles, c'est des gestes que la société réprouve. Donc, on veut que les gens soient sanctionnés, on veut que les procès se tiennent et que les coupables soient condamnés à subir la peine. Tout concourt, en fait, à l'adhésion à ces principes-là, peu importe de quel côté qu'on se retrouve, je dirais, de l'équation de justice criminelle. Et puis, ce qu'on constate là, depuis l'arrêt Jordan, qui peut nous rendre optimistes là, quant au fait qu'il y aura plus d'abandon massif d'accusations, c'est que une pratique qui s'est, par exemple, développée, puis je pense que c'est un peu vrai dans toutes les provinces, c'est qu'au moment où on vient pour fixer une date de procès, où la poursuite se déclare prête à procéder, on demande aux gens quelle est leur perception du délai limite de l'arrêt Jordan. Donc, on est capable d'agir pour fixer des procès à l'intérieur de ces délais-là. Et lorsqu'on prétend que le procès va se tenir à l'extérieur de ces délais-là, il y a des solutions qui peuvent être envisagées avant qu'on arrive à l'échéance qui vont permettre de tenir le procès dans un délai raisonnable. La Cour suprême a validé, par exemple, la décision d'une juge de première instance qui a refusé à la poursuite le fait qu'un procès se tienne avec un jury
Une fois qu'elle avait constaté que le délai pour convoquer un jury puis obtenir un procès de cette nature-là risquait de compromettre les droits de l'accusé garantis par l'article 11B. Donc, on a jugé que cette mesure proactive-là avait eu pour effet d'éviter que le procès se tienne dans un délai qui était déraisonnable. La Cour suprême a présenté ça comme étant un des exemples de l'approche proactive des tribunaux qui découle de l'arrêt Jordan. Vous parlez ici de l'affaire Varenne du 11 juillet 2025. Maître Lebrun, est-ce que on tire un bilan positif de Jordan? Je dirais tout à fait. Ça a permis d'engager des discussions qui vont dans le bon sens et dans le sens de l'intérêt global de la société, pas juste des accusés. Cette nouvelle culture-là qui s'est développée depuis 2016, on en a vu des effets lorsque la pandémie de la COVID s'est présentée à un point où les avocats de défense ont compris qu'on devait collaborer pour développer des nouvelles façons de gérer des instances pour tenir compte de cette situation-là, notamment l'implantation de la visioconférence devant de nombreuses instances, notamment devant la Cour suprême. Et le résultat que je vois aujourd'hui, les tribunaux d'appel comme la Cour d'appel de l'Ontario et celle du Québec ont constaté que même l'épidémie de COVID, qui a généré évidemment un arrêt du système de justice pendant une certaine période, les procès individuellement ont réussi à se tenir dans des délais qui semblent avoir été raisonnables. Je pense que le message de l'arrêt Jordan a été reçu par tout le monde. Vous avez participé au comité d'action sur l'administration des tribunaux en réponse à la COVID-19 et d'ailleurs, les associations d'avocats de défense ont accepté la télécomparution à l'époque, sachant que la comparution en personne était impossible. Donc, on a développé des canaux de communication avec la poursuite et avec la magistrature à l'époque de la COVID qui tiennent encore la route aujourd'hui. Et puis, plutôt que d'imposer certaines solutions, par exemple, les télétémoignages, tout le monde est arrivé, à force de discussion, au même constat. Dans quelles circonstances c'est approprié, dans quelles circonstances ça ne l'est pas. Et il y a eu un gain, je dirais, en termes d'efficacité. La COVID, c'est une époque qui a été difficile pour tout le monde, mais je pense que le système de justice, encore une fois, était capable de mesurer les bénéfices d'un dialogue tout en faisant valoir chacun nos points. Maître Michel Lebrun, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et votre expérience surtout dans notre série de balados Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Sans aucun doute, Jordan en est une. Merci Michel Lebrun. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le droit n'est pas statique, il est vivant. Chaque décision de la Cour suprême ajoute une pierre à l'édifice de notre société. Pour consulter les arrêts discutés et en savoir plus sur nos invités, rendez-vous sur façonnerlecanada.ca et parcourez les notes de l'épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée pour ne rien manquer de cette série soulignant le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet, notamment la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, les honorables Nicolas Casirère, Suzanne Côté, Andromaché Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe, Mahmoud Jamal, Michel Obonzawin, Mary Moreau, les professeurs Louise Langevin, Jocelyn Downey, Carrie Frock, Naomi Metallic, Karen Drake, Denis Nadeau, Félix Mathieu, Éric Labelle-Eastaff, Marcus Moore, Joel Bakken, Howie Kislowitz, Richard Moon et François Tanguay-Renaud. Merci aussi à Maître Michel Lebrun, Mesdames Sandrine Raymond, Laurence Laperrière, Laurence Thériault, M. Peter Warren et la productrice Madame Constance Saint-Pierre. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Ici Hugo Martin et je vous dis à la prochaine.